année les amis, et vous voulez une première nouvelle en tout cas dans les pistonnés, on est désormais en 2020 et le générique n'a toujours pas changé. Ça, je sais que ça va vous plaire bien évidemment. J'espère que vous avez passé bien sûr de joyeuses fêtes, que vous êtes désormais fin prêt à attaquer cette année 2020 en attendant bien sûr le 15 mars prochain et le grand retour de la Formule 1 du côté de l'Australie. Les pistonnés vous donnent rendez-vous tous les premiers mercredis du mois. Enfin bref, on va pas trop s'épancher, mais on va se dire rendez-vous début du mois. Voilà, après on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour à chaque fois une émission hors série. J'espère que le quiz de Noël d'ailleurs vous a bien régalé. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver, puisque je vous parlais de hors série, nos deux précédents hors série. Le premier était consacré bien sûr à Niki Lauda, le second au Grand Prix de France bien sûr et à son histoire. Tour de table tout de suite pour dire bonjour et pour souhaiter une bonne année bien sûr à nos chers pistonnés. On va commencer avec monsieur Brice Germain. Quelle est ta résolution pour 2020, Brice? Être moins démago. Oh, Ça commence fort. ça commence fort. N'attendez pas à la question, figure-toi. Non, allez voir un peu plus de Grand Prix que ça, parce que c'est vrai que ça nous manque un petit peu d'entendre ces chers V6. Non, je rigole, c'est V10, pardon. Monsieur Hamza Armani aussi également avec nous. Bonne année Hamza. Bonne année. Les résolutions. La santé. La santé avant Plus important pour tout le évidemment. monde. Le coiffeur. Le reste, Le coiffeur, t'inquiète, ça va très très bien. comme on dit. Hamza, la résolution. La résolution, être heureux. Être heureux. Ah Putain, si tu es avec nous, tu vas être heureux, mon cher Dalai Hamza. Lama. Reste dans cette... Monsieur Pierrot Valette, alias Despio F1, est avec nous aussi également. La résolution, c'est quoi? Un petit peu moins d'énervement. Ouais, on va On essayer. t'aime comme ça. Hein. Bah, je vais essayer d'être moins énervé, mais je pense que ça va pas tenir longtemps. En tout cas, ils sont avec nous aujourd'hui, les amis, pour ce hors-série numéro 3. Aujourd'hui, on va se projeter sur l'avenir. On va faire un point règlement. On va vous parler de la Formule 1 de demain, F1 2021. Voilà, on est directement dans le futur, sachant que cette émission a été enregistrée d'ailleurs le 26 octobre 1997. Bref, on vous dit tout sur ce à quoi va ressembler la Formule 1 désormais d'ici un an. Chers amis, tout au long de cette saison, on a parlé des accords Concorde. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet, j'aurais aimé qu'on définisse ensemble ce terme, car vous avez été nombreux à nous interroger chez vous justement à ce propos. On va faire un petit rappel, bien sûr. Les accords Concorde se réunissent bien sûr tous les 7 ans, ou réunissent en tout cas tous les 7 ans les écuries, la Fédération internationale bien sûr de l'automobile qui régit les règles et la FOM, le détenteur des droits. L'idée est d'arrêter un fonctionnement, des obligations aussi contractuelles et un règlement technique pour les années à venir. C'est aussi l'occasion de renégocier ou négocier bien sûr le partage des revenus télé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant ces accords Concorde? Bah, c'est assez simple en fait, c'est pour balancer les pouvoirs entre ceux qui détiennent les droits, donc le Formula One Group, représenté par la Formula One Management, et l'instance réglementaire, la FIA, pour qu'il y ait une stabilité de réglementation. Et c'est pour ça que les accords Concorde ont été créés. C'est qu'à un moment donné, il y avait des différences entre les écuries représentées par la Formula One Management vis-à-vis de la FIA. Et donc, du coup, c'est pour essayer d'avoir un règlement qui soit assuré pour plusieurs années, de manière à assurer la stabilité des équipes, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et que ça ne se fait pas du jour au lendemain de construire une Formule 1. C'est une sorte aussi de remise en question un petit peu de la Formule 1 à chaque décennie, pour la rendre un petit peu plus spectaculaire, pour essayer de gommer un petit peu les défauts. Et si on parle d'accords Concorde, pour la petite anecdote, c'est bien sûr parce qu'ils sont ratifiés place de la Concorde au siège bien sûr de la Fédération internationale de l'automobile, qui se tient bien sûr du côté de Paris. Au mois de novembre dernier, on va le rappeler les amis, il y a eu un accord a été trouvé pour 2021 après d'âpres négociations. Les écuries sont tombées d'accord sur le futur de la F1 à compter de 2021 et nous allons tout de suite vous détailler cet accord à travers 4 points. Ça va être les 4 points de cette émission bien sûr hors série. Il y a bien évidemment le règlement technique et on posera cette question. Plus des spectacles, moins de vitesse, est-ce viable pour la Formule 1? Le règlement sportif, est-ce qu'il fallait aller un petit peu plus loin? Et surtout la grande nouveauté, le règlement financier avec ses budgets plafonnés. Est-ce une bonne nouvelle pour la Formule 1? On fera, puisqu'on est des grands amateurs de philosophie, bien évidemment ici dans les pistonnés, on fera une synthèse avec ce débat. Cette F1 simplifiée est-elle toujours dans l'esprit de la F1? Bref, on attaque tout de suite le décryptage.
Le premier point qu'on va évoquer justement, c'est le règlement technique. À quoi vont ressembler d'ailleurs ces voitures de 2021 ? On vous a préparé quelques petites illustrations. Je veux avoir votre avis déjà sur la forme. Vous, les grands designers qui sommeillent bien sûr chez nos pistonnés, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture 2021 ? On va la voir, arriver, on l'espère, en plein pot pour pouvoir la juger comme il se doit. Le concept 2021, le voilà. Qu'est-ce que vous en pensez les amis d'un point de vue forme déjà ? Moi, je trouve que ça fait beaucoup d'un coup. C'est-à-dire qu'on a été habitué à de la régression en termes de design ces dernières années, un peu moins sur 2017, 2018 et 2019, mais ça a toujours été un peu des réajustements qui n'ont pas forcément fait du bien au design. Et là, d'un coup, d'un seul, on passe à quelque chose de totalement futuriste. Donc, en fait, moi, j'aime bien le concept, mais je trouve peut-être que c'est mon côté conservateur, c'est peut-être un peu trop d'un coup. C'est mon avis, mais... Alors moi, je trouve ça pas trop du tout. Au contraire, moi, je trouve ça plutôt joli. C'est simplifié, c'est la F1 de demain et tant mieux quoi. Tant mieux parce que après derrière, on va en parler, hein, mais il y a plusieurs manières aussi de designer cette voiture pour les Ça, c'est écuries. bien. On verra, attention, parce que s'il y a un design qui marche et d'autres pas, c'est un peu dommage, toutes les F1 risquent de se ressembler. Mais sur le papier, je trouve que cette voiture, elle est vraiment plutôt jolie. Et je sais pas, on retrouve un peu l'essence qu'on avait des années 2000, un peu, ou même début 90, avec toute cette simplification. Moi, je trouve ça cool. Ça te rappelle pas une IndyCar, Hamza, un petit peu ? Moi, c'est ça qui me choque le plus, Ouais. en fait, qui m'interpelle le plus. Ça me rappelle plus les voitures qu'on regardait dans les dessins animés quand on était enfant. Quand on faisait un pont vers le futur, 2050, 2100, les voitures hyper futuristes. Là, je rejoins un peu plus Brice, c'est rare. Mais sur ce coup-là, je suis obligé C'est 2020, ça. d'aller de son côté. Après, pour être honnête, elles sont plutôt jolies à voir. Oui. Et le plus important, ça va être la performance sur la piste. Enfin, Exact. pour moi, Et on va en parler justement avec les nouveautés techniques. On vous les a détaillées et rappelées dans ce petit tableau qu'on va regarder et qu'on va suivre ensemble. L'effet de sol, au cœur bien sûr de la philosophie aéro, des appuis générés non plus par les ailerons mais plutôt par le diffuseur. Moins de perturbations du coup quand deux voitures se suivent. Des voitures aussi également standardisées avec bien sûr des ailerons et des déflecteurs simplifiés. Un règlement aussi également un peu plus fermé, un peu plus normatif. Des pneus qui vont passer bien sûr de 13 à 18 pouces qui vont permettre aux pilotes d'attaquer un petit peu plus et d'avoir surtout une fenêtre de fonctionnement un peu plus large. Et puis des groupes propulseurs qui ne devraient pas énormément changer, si ce n'est le fait que, ils seront plus lourds. Ces nouveautés techniques, justement, est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens ? Oui, vas-y. Vas-y. Non mais oui, forcément parce que l'effet de sol va permettre de nettoyer l'air qu'il y a derrière la voiture. Donc automatiquement, là, le règlement il a été fait dans un seul but, c'est que les voitures puissent se suivre les unes les autres. Et grâce à l'effet de sol et donc plus du coup cet effet aérodynamique qui crée en fait des perturbations dans le sillage de la voiture, maintenant on va avoir des voitures qui vont pouvoir être plus proches les unes des autres. Après, c'est pas un règlement qui est pour le moment assuré d'amener un écart de performance bien moindre que maintenant en fait. Donc est-ce qu'elles vont pouvoir se suivre rien qu'à la performance déjà on ne sait pas. Oui, c'est très juste ce que dit Brice. Faut savoir aussi que l'effet de sol, c'est une technologie qui a été bannie dans les années 80 parce que c'était trop dangereux. Et donc justement, le retour, aujourd'hui, on a quand même beaucoup évolué en termes de sécurité, donc c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, on peut toujours faire un parallèle entre les catégories, ce qu'on appelle monotypes, donc par exemple la F2, la F3, l'IndyCar, qui sont des voitures qui sont toutes les mêmes. Et qui se servent justement, on a toujours beaucoup plus de batailles dans ces catégories monotypes puisque tout le monde a la même voiture, entre guillemets. Là, ça va permettre de rapprocher justement toutes ces voitures-là. Maintenant, est-ce que l'écart de performance qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut voir, on a le top 3 puis le reste du monde en Formule 1, est-ce que ça va faire en sorte de réduire cet écart ? Ça, je ne sais pas, faudra voir. je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça, mais effectivement, le retour à l'effet de sol, c'est quelque chose d'important ces dernières années. Le virage qui a été pris en 2017, c'est un virage qui a été pris pour avoir une F1 plus rapide, plus spectaculaire, entre guillemets, par rapport à la vitesse. Ils ont rajouté des éléments aéros, etc. Ça n'a pas trop marché. On voit que là, c'est un virage complètement différent qui est pris. Elles seront peut-être plus lentes, mais on verra. Moi, vraiment, j'attends de voir, mais je suis assez optimiste sur cet effet de sol et l'aéro de la F1 en 2021. Le problème, c'est que généralement, ça ne marche pas. En tout cas, les évolutions que la FIA et la FOM essayent d'amener pour le spectacle ne fonctionnent pas parce qu'elles se basent sur
un état donné de la hiérarchie, d'un état donné des performances des voitures, font des améliorations en termes de règlement et se retrouvent l'année d'après avec un état différent des voitures qui fait que ça ne fonctionne pas totalement. Quand le DRS a été introduit, les performances étaient relativement proches les unes des autres. On a cherché à mettre le DRS pour pouvoir améliorer les dépassements et qu'il y ait plus de spectacle. Résultat, quand le DRS est arrivé, on s'est retrouvé avec des voitures qui, à ce moment-là, avaient des performances totalement différentes et du coup, ça a tué les batailles. Donc, aujourd'hui, évidemment que dans la théorie, c'est forcément une bonne chose ce qui est proposé. Après, dans la pratique, est-ce que les performances des voitures, au moment où elles vont être sorties, au moment où le règlement 2021 va être appliqué, seront du coup la hauteur de ces changements-là et du coup permettront à ces changements d'être visibles en piste et pour le spectacle? Ça, on n'en est pas sûr. Et puis autre question, quel est l'intérêt du coup de garder le DRS? Si les voitures Bah oui. Ça, on verra. se suivent plus facilement, on verra. Une petite réaction, c'est celle de Charles Leclerc qui, comme de nombreux pilotes, a réagi justement à ce nouveau concept 2021. Voilà ce qu'il disait Charles Leclerc. En tant que pilote, vous voulez toujours aller le plus vite possible. J'espère donc que nous retrouverons un peu de performance par rapport aux 3 secondes de perte évoquées. On évoque entre 3 à 6 secondes même de perte, bien sûr, de performance pure. Bien évidemment, il ne faut pas perdre la capacité supposée de ces voitures à mieux se suivre, ce qui est probablement le principal problème de la F1 à l'heure actuelle. Les amis, des voitures qui peuvent se suivre, mais des voitures moins rapides, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, enfin moi, je crois que c'est Raikkonen qui disait ça, non que peu importe si la voiture perd en performance ou pas, au final, si ça en fait si la course est plus intéressante, tant mieux au final. Quand on est passé, je crois, de 2008 à 2009, quand il y a eu aussi un changement de réglementation majeur, on a perdu pas mal de performances. J'ai pas vu des gens gueuler par rapport à ça, ou en tout cas, voilà, c'était pas. Les anciens, quand même, Vettel et notamment, je crois, Alonso, avaient été très critiques vis-à-vis de ça. 2009 était une saison quand même assez affreuse. Hein. De toute façon, les voitures étaient affreuses. Le règlement, pour le coup, a été fait par des mecs qui n'ont jamais bossé en ingénierie. Enfin, sinon, faudra m'appeler. Mais là, pour le coup, moi, ça me dérange pas de voir des voitures plus lentes. Et, on dit à l'heure actuelle que les voitures seront équivalentes en termes de performance par rapport à 2016. 2016, on a eu une saison correcte. Je veux dire, il y a eu quand même quelques batailles, etc. Donc, pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce que l'ADN de la F1, c'est dire avoir les voitures les plus extrêmes, etc. Moi, je suis pas tout à fait sûr de ça. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de batailles, quitte à perdre un petit peu en performance. Je pense que la chose que Charles Leclerc peut-être essaie aussi de dire, c'est d'avoir des voitures qui permettent en fait aux pilotes de sentir que c'est plus physique. Et là, à l'heure actuelle, je suis pas sûr que ce soit aussi physique que dans les années 2000, et pourtant les voitures étaient moins rapides. L'une des devises actuelles de la Formule 1, c'est close to the edge. C'est donc jusqu'à la limite. Là, est-ce qu'on va aller jusqu'à la limite avec ces... Mais quoi, c'est vrai, regardez les murs, c'est écrit partout. C'est donc du marketing. Brice. oui, mais finalement, en fait, c'est l'ADN aussi de la F1, c'est aller à la limite. Et est-ce que tu vas aller à la limite avec tes voitures qui sont plus lentes? Peut-être, mais il va falloir en fait que ces voitures puissent aller au maximum de leur performance. Et est-ce que le maximum de leur performance va être quelque chose de spectaculaire? C'est ça la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Spectaculaire, du coup, si tu parles de spectacle, par définition, c'est quelque chose pour le téléspectateur. Le téléspectateur derrière sa télé, il va pas ressentir Non, que les 3 secondes, on va pas du tout les Non, mais voir. ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, la chasse au record, tu vois, ce genre de choses, Oui. quand tu vois que les lap records, ça faisait 10 ans qu'on voyait marquer Juan Pablo Montoya 2004 sur tous les circuits, c'était un peu dommage. Là, aujourd'hui, au Mexique, tu as Daniel Ricciardo 2018. Est-ce que ça te fait quelque chose? Non, mais en fait, Est-ce que ça t'a fait quelque chose de voir Verstappen non, mais les new track records, moi, je trouve ça bien. Après, c'est vrai que ça dépend des années et tout ça. Ça dépend pas forcément de la performance du pilote, mais plus de la voiture. Ah oui. Mais je trouve ça dommage que chaque année, on ne tente pas d'aller battre un record et qu'on soit pas toujours plus rapide. Après, c'est juste c'est un détail dans le sens où je préfère largement qu'il y ait plus de spectacles. Mais je n'aime pas ce côté nivellement en se disant écoute, on va essayer de niveler tous les budgets, de niveler tous les trucs techniques pour que tout le monde soit à peu près là, alors qu'on devrait niveler par le haut justement et peut-être mettre plus, je sais pas, donner la Mercedes à tout le monde et disant voyez comment ils font et démerdez-vous pour faire aussi bien, tu vois. Moi je verrais plus ça comme ça. C'est quand même un nivellement par le bas, mais non, vas-y. cherche à être proche de la meilleure voiture et pas limiter les autres équipes, tu vois ce que oui, je veux mais dire. bon, tu donnes la voiture championne du monde aux autres écuries, donc tu donnes un coup Comment de on pouce fait en bas. Bon, bref. Non, mais tout ça pour dire que, moi, encore une fois, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
l'ADN est fait pour évoluer. Sinon, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui en tant qu'être humain, hein, je suppose. En biologie, il paraît que l'ADN, c'est quelque chose qui évolue, donc la F1 doit aussi évoluer. Et il ne faut pas rester bloqué dans les années 2000, dans les années 90, dans les années 80, etc., etc. En revanche, on peut essayer de voir comment on peut améliorer les choses aujourd'hui. La F1 d'aujourd'hui n'est pas celle des années 50 et vice-versa. C'était peut-être bien dans les années 50, mais c'était bien pour l'époque des années 50. Et aujourd'hui, c'est à nous d'inventer la F1 de demain et de voir ce qui nous plaît. Et la F1, aujourd'hui, c'est un spectacle, c'est un show, c'est un sport. Mais il faut que tout ça puisse aller ensemble et c'est pas juste la chasse au record. C'est bien d'avoir la chasse au record, mais encore une fois, s'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'argent. Attention les amis, à ne pas bien sûr anticiper le débat qu'on aura tout à l'heure sur l'esprit de la F1. Sera-t-il respecté? Bien sûr, ce sera la deuxième partie de cette émission. Je voulais qu'on ouvre ensemble, c'est bon pour le volet technique? Oui, tout va bien. Il y a 138 pages de règlement, si vous voulez aller voir. On ouvre le deuxième volet cette fois-ci, bien sûr le règlement sportif. Vous allez voir qu'il n'a pas énormément évolué. Le petit tableau récap qui va vous rappeler un petit peu tout ça, avec bien sûr un nouveau format de week-end de Grand Prix. Les écuries, les pilotes surtout, bien sûr, seront actifs 3 jours sur place au lieu de 4 précédemment. Il y aura la possibilité d'inscrire jusqu'à 25 Grands Prix au calendrier. Et finalement, on en avait débattu cette saison, mais le système de qualification reste inchangé, ce qui est plutôt une bonne chose, si je me rappelle de vos avis bien sûr ici en plateau. Un règlement proche de celui de 2019. Il y aura juste de la réorganisation d'articles pour une constance et plus de clarté aussi dans les décisions. Ça va dans le sens de ce qui s'est passé un peu en cours de saison sur les décisions notamment prises par les commissaires lors des différents Grands Prix. Est-ce qu'il fallait aller un peu plus loin sur ce volet du règlement sportif ? Moi, je pense pas. Moi, je pense que le règlement est pas trop mal comme il est. Il avait besoin d'avoir des ajustements. Les ajustements ont été faits. On a vu au long de la saison 2019 qu'il y a eu un regain de constance plutôt de la part de la FIA vis-à-vis des pénalités et de la règle. Ils ont laissé un petit peu plus les pilotes se battre. On va voir ce qu'il en est en 2020. Mais je trouve que il y avait besoin de faire des ajustements et je trouve qu'ils ont été vraiment dans la justesse. Enfin, j'aurais pas fait beaucoup plus et j'aurais pas fait beaucoup moins. Ce qui est intéressant déjà, c'est de passer de 4 à 3 jours. Dans l'idée d'élargir et d'agrandir ce calendrier, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Pour les pilotes, pour les écuries, pour les gens qui travaillent, pour les spectateurs, pour les journalistes qui se déplacent aussi la saison, enfin pour tout le monde. Passer de 4 à 3 jours, c'est quelque chose d'intéressant. Rassembler les essais libres le vendredi après-midi, pourquoi pas. Moi, il y a juste quelque chose qui me turlupine, c'est les tests lors des essais libres 1 et 2. Si tu testes de nouvelles pièces, tu ne peux pas les utiliser dans le week-end suivant. Ça dépend. Parce que la règle dit le vendredi matin, on va présenter la voiture à la FIA pour contrôle technique. Sur cette voiture-là, on doit mettre les appendices aéro et les éléments de la voiture qui vont faire la FP3, la qualif et la course. Donc, ça veut dire qu'on peut tester de nouvelles pièces aéro en FP1 et FP2. En revanche, si on ne les a pas présentées le vendredi matin pour faire la FP3 qualif. Mais à quoi servent les essais libres 1 et 2 dans ces cas-là ? Comment ça, à quoi ils servent ? Ils servent à faire ton setup, ils servent aussi à tester des choses. Mais en fait, dans l'idée où tu viens tester le week-end d'après aussi, tu vois. Mais le week-end d'après, je suis désolé, moi, je sais pas. Non, c'est pas pour le week-end d'après, c'est pour le même Grand Prix. Si t'as pas présenté ta nouvelle pièce, tu pourras pas l'utiliser. Oui, mais si par contre, tu peux valider ton concept. Si tu arrives avec une nouvelle pièce, tu ne sais pas ce que vaut cette nouvelle pièce. Tu as envie de la tester, mais tu vas pas la présenter parce que tu ne sais pas ce que vaut cette nouvelle pièce. Ouais. Tu testes en FP1 et FP2. Oui, mais c'est pas normal. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Désolé, Mercedes se pointe avec un aileron qui marche pas, ils le mettent et ils se tapent tout le week-end avec. Oui, ça permettra à des écuries qui étaient un peu moins performantes sur les week-ends d'avant qu'on fait un pari différent. C'est l'hôpital qui soude la charité. Il y a 5 minutes, je me parlais de nivellement vers le bas. Mais dans le spectacle, effectivement, c'est pas mal. Après, je te dis pas que c'est une excellente chose. Je te dis juste, c'est fait pour faire des paris. Je te dis pas que c'est bien. Je te dis que c'est fait pour ça. La base de ce point de réglementation, c'est pour faire en sorte d'éviter que Red Bull importe des pièces en jet privé depuis leur usine à Londres jusqu'à Singapour. La conscience écolo. Non, c'est pas la conscience écolo, c'est juste que Williams ne peut pas faire ça. Williams, ils se battent en duel avec 2 ailerons qu'ils ont pour toute la saison, quand Red Bull amène je sais pas combien de pièces alors qu'ils disent qu'il manque de pièces pour Gasly. Bon, on en reviendra de toute façon sur le débat, mais c'est sur le même plan. En 2020, toujours le même combat. Non, mais je trouve que en fait, ce point de règlement est vraiment intéressant dans le sens où effectivement, la voiture que tu vas présenter le vendredi matin, c'est celle qui va faire la course. Derrière, tu as le droit de tester et de valider des concepts aéros que tu as eu en soufflerie.
S'ils sont validés, bon bah tant mieux, tu pourras les amener pour le prochain Grand Prix et tu auras le temps d'en amener pour tes 2 voitures et d'en avoir suffisamment pour faire tout le Grand Prix. Là, bon bah après tu peux prendre des paris. Hein. Autre règlement dans ce règlement sportif, les essais libres obligatoires pour les jeunes pilotes. Ouais. Ça c'est très intéressant. bonne chose. Parce que cette saison, on a eu 2 jeunes pilotes, je crois. Yamamoto Latifi sur et Toro Rosso. Enfin, un Latifi, vieux jeune Yamamoto. pilote, hein, Yamamoto. Hein. Oui, enfin, un Oui, pilote qui n'a pas d'expérience vieux, en mais F1. il y a aucune expérience. Là, c'est des chez pilotes Mercedes, qui ont, je crois, max 2 grands prix. Il y a eu qui? Chez Mercedes, il y a eu. C'était pas Ocon en Espagne. Ah, Il y en avait un, mais je sais plus son nom. Bref. Bref, non mais ça c'est ouais. une bonne chose parce que toutes les écuries vont devoir L'obligation. proposer deux free practice au même pilote. Non, je crois que c'est 2 pilotes par écurie, je sais plus. Enfin bref, Non, mais en tout on aura minimum 10 rookies qui pourront monter dans une voiture et toutes les écuries sont obligées de le faire. Donc même Ferrari, on aura probablement Schumacher qui va faire ses premiers pas en FP1 l'année prochaine, enfin cette année. Au niveau du règlement sportif, Rien à rajouter. non, ça va. Je voulais ouvrir compris le avec vous le message. volet financier quand même, parce que le volet financier, c'est un peu la grande nouveauté, enfin grande nouveauté. C'est un peu le serpent de mer, on va le dire, de toutes ces négociations. On pensait même que ce volet financier allait empêcher cet accord d'aboutir. Regardez sur quoi justement on a abouti dans le cadre de ces accords Concorde 2021, avec une grande nouveauté, ces budgets plafonnés à 175 millions de dollars par saison à partir de 2021. C'est très important et je sais que vous allez rebondir dessus. Il y a quelques exceptions bien sûr à ce plafond. On ne compte pas le budget marketing, on ne compte pas le budget pilote, on ne compte pas le budget moteur et on ne compte pas également les salaires des 3 employés salariés des écuries qui sont les mieux payés. Et puis également autre point bien sûr sur ce volet financier, je vais le retrouver, hein, vous inquiétez pas. mot de passe, Manu. Mais je sais pas, voilà, je l'ai perdu. L'héritage c'est peut-être. très simple. Je vais vous dire ça va revenir. Regardez, 12 millions hop, de tac. dollars, Ça y est, oui. Les sanctions en cas de non-respect, c'est quand même super important. Cela peut aller jusqu'à l'exclusion du championnat. Voilà ce qu'a déclaré Ross Brown. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce principe de plafond budgétaire? Tu voulais rajouter quelque chose Nata? Non, mais Non, juste sur ta conclusion, Faites moi la parler question Hamza. que je me posais en fait, c'est si Ferrari ne respecte pas le règlement, est-ce que Ferrari sera exclu du championnat? Ferrari international d'assistance. On a issu McLaren en 2007. C'était juste, non, mais c'était juste une petite vanne. Vas-y, je te sens chaud. pas sûr, parce qu'Hamza, pendant la présentation, a fait. Je trouve quand même que quand il fait ça, il mérite la parole. Non, mais en fait, le problème, quand il s'agit d'argent, tu peux toujours faire des montages, tu peux toujours Ah bah. passer à côté. Donc en soi, est-ce que ça va réellement apporter quelque chose? J'en sais rien. L'histoire des budgets plafonnés, sauf pour ça. Donc à quoi ça sert? C'est juste sur le développement de la voiture. Je suis désolé, mais soit tu fais un budget plafonné, Pas toute la et voiture. dans ces cas-là, tout le monde est. Enfin, je suis désolé, mais un pilote Williams ou les 3 salaires les plus élevés chez Williams ne seront pas les mêmes que les 3 salaires les plus élevés chez McLaren, chez Ferrari, chez Mercedes. Sachant qu'ils ne payent pas leurs pilotes. Donc en plus, ils sont En tranquilles. plus, il n'y a pas les pilotes, en plus, il n'y a pas les. Enfin, on appelle nous les notes de frais parce que nous, on fait pas 500 notes de frais, mais ton Uber à les 15 balles, déplacements, c'est pas le même. voilà, les déplacements à l'hôtel, les déplacements. Enfin, Hmm. je sais pas, moi, je suis vraiment sceptique par rapport à ça. Sans oublier. Alors ça, c'est l'élément qui m'irrite le plus, clairement, le développement en 2020. Ah ouais, alors ça, Qui n'est pas capé. Il n'y a pas de budget sur le développement 2020. Ça veut dire que les écuries les plus riches, concrètement, Mercedes, Mhm. Ferrari, Red Bull. Red Bull. Donc le top 3 aujourd'hui va pouvoir mettre des moyens illimités en 2020 pour développer la saison On 2021. va balancer les chécos. Là où Williams va galérer, là où toutes les écuries, Alfa Romeo, Racing Point et Tutti Quanti vont toutes galérer, le top 3 va, allez, vas-y, tiens, on balance du fric, on développe la voiture, on va arriver début 2021, tu auras le top 3 qui sera là, tu auras le reste qui sera là. Moi, Et derrière, pas de budget pour développer. Pour développer. Moi, Bien sûr. je rejoins Hamza là-dessus. On parlait tout à l'heure sur le règlement sportif, s'ils n'en avaient pas fait trop peu. Bah, je trouve qu'ils en ont fait trop peu sur le règlement financier au final. Maintenant, il faut savoir, dès qu'on parle d'argent en F1, c'est très compliqué. Personne n'est d'accord, tout le monde a des intérêts à gauche à droite, ce qui est normal. Chaque écurie est une entreprise à elle seule et une entreprise par définition, c'est à but lucratif, donc c'est fait pour gagner de l'argent. Donc là, on arrive sur un point très compliqué. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de points qui me chafouinent. Par exemple, c'est vrai que 175 millions de dollars, pourquoi on n'applique pas ça
à toute l'entreprise. Mhm. Euh, Ah, mais c'est impossible. c'est impossible, encore une fois, mais c'est dommage. Pourquoi on n'applique pas ça aussi comment ça s'appelle, aux pilotes, ce qui permettrait justement de faire en sorte que les pilotes soient payés par des sponsors et non pas par l'écurie elle-même, ce qui permettrait quand même d'avoir un autre nivellement autrement. Il y a plein de petites choses où on se dit c'est un peu dommage, voilà, parce que si tout le monde avait 175 millions avec pilote inclus, bah, est-ce qu'on a envie de prendre un Lewis Hamilton et du coup d'avoir moins d'argent sur la voiture? Est-ce qu'on a envie de... Voilà, il y a plein d'autres choses possibles sur ce budget-là. Maintenant, c'est pas plus mal qu'il l'ait mis pour X ou Y raison, mais je trouve que c'est encore très flou dans la manière dont il est appliqué et c'est ça qui est un peu dommage. Avant de lancer Brice, petite réaction parce que vous avez l'air tous les deux assez d'accord. Il y a quand même une chose par rapport au. Alors, c'est vrai que ce règlement financier, entre guillemets, on s'attendait à ce qu'il aille un petit peu plus loin. On a parlé de victoire notamment Précis, quoi. du clan mené par Renault et les autres, bien sûr. Oui, dans les faits, parce qu'il y a ce plafond budgétaire. Mais quelque part, Mercedes, Red Bull, Ferrari, il va falloir qu'ils licencient aussi au sein de leur usine à la fin 2020, Brice. Bah, soit ils licencient, soit en fait ils vont se débrouiller pour faire un montage pour séparer les entreprises en deux, à savoir celle qui a la comptabilité Formule 1 et celle qui va avoir, je sais pas, qui va être basée. C'est un fournisseur. Développement. Non mais, oui, non, mais tu rigoles, mais bien sûr, tu rigoles, mais ça va être ça. Ils vont, Mais bien créer, sûr. ils vont créer 5 sociétés. Il y a des pièces dans le moteur qui font pas partie du développement, donc du coup, bah, ils vont foutre tout l'argent là-dessus dans cette société, on va dire annexe, pour pouvoir le développer. Ça va vendre à Ferrari à un prix complètement dérisoire pour que ça rentre dans le budget. Enfin, le règlement est très précis sur beaucoup de points, mais laisse des zones de flou. Alors, encore une fois, on ne sait pas encore comment ça va être régulé. Il y a une administration, Cap Cost Administration, c'est ça, Ouais. qui va en gros avoir l'œil là-dessus. Bonne chance, les mecs. Hein, Il y aura parce même que- un grand cabinet d'audit, je crois que c'est le cabinet Deloitte, qui s'occupe notamment des questions de fair Ouais. play financier Ah, dans le foot, sponsor de McLaren. Hein. qui va gérer... Ah ouais, c'est vrai. Il y a 2 ans, ouais, Ouais, sponsor de McLaren. Hein. Et on voit le succès que c'est dans le foot. Exactement, c'est vrai. Mais- T'as raison. Moi, juste pour finir, Bernie disait on ne peut pas empêcher quelqu'un de dépenser son argent. Les émissions, il Ouais, c'est fou. J'ai- Je suis désolé, mais c'est dans le Et thème. t'es là. payé C'est par dans- Bernie? Non, malheureusement. Bernie, si jamais, un chèquos. Il paye en femme. Bernie. Faut surtout Je pas le me dire. désolidarise. Non, mais Ah. alors, on peut pas empêcher les gens de dépenser leur argent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je sais plus ce que c'était, ce que je voulais dire, mais Je sais à quoi tu pensais. c'est toujours sur le budget, quoi qu'il arrive. En fait, la chose, c'est que le budget est une bonne chose pour la F1. Pour l'appliquer, ça va être très très compliqué. Et derrière, comme l'a dit Hamza, c'est qu'en 2020, on va pouvoir faire des estimations. Donc ils ont dit, voilà, on va faire une simulation pour les équipes qui veulent, etc., pour voir où est-ce que vous en êtes. Donc, est-ce que les équipes vont se plier un peu à la règle en disant, tiens, on va voir ce que ça va donner pour l'année prochaine? Bah, Renault, Je tu suis vois. pas tout à fait sûr. Renault, par exemple, parce qu'en tant que bon français, on respecte les règles, ce qui n'est pas forcément le cas des Surtout autres qu'ils n'ont pas écuries. les moyens de faire plus, donc dans tous les cas. Mais voilà, malheureusement, effectivement, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas appliqué ça dès 2020 pour 2021, et c'est ce qui me chagrine. Quelque chose à rajouter sur ce fair On va play aller sur le financier, je pense qu'on va aller Med sur le débat. Et sur le débat, on pourra plus. Allez, on y va. On y va, les amis, bien sûr. Vous avez compris bien que le règlement va changer en 2021. Et justement, on va en débattre et on va se poser la question, est-ce que cela va avoir une incidence sur l'esprit de la F1 ? Une nouvelle ère, un nouvel esprit, point d'interrogation. C'est la question justement qu'on a envie de vous poser dans ce débat relatif à ce hors-série bien sûr qui concerne les accords Concorde 2021. Une F1 moins chère, une F1 plus simple. Est-ce que c'est toujours une F1 dans l'esprit du sport automobile tel que nous l'aimons? Regardez ce qu'en dit Lewis Hamilton, bien sûr le sextuple champion du monde. En tant que pilote, nous avons entendu certaines choses pendant ces négociations et pas nécessairement toutes les décisions prises sur ce que nous pensions être le meilleur. Par exemple, nous n'avons pas été écoutés sur les faits que les voitures seraient plus lourdes et donc plus lentes. Autre réaction, celle bien sûr du parrain des pistonnés, Monsieur Lance Stroll, qui déclarait ceci: il y aura un meilleur spectacle pour les fans. J'espère que cela va équilibrer les forces en présence. Il faut que l'écart se réduise avec les meilleurs. Les équipes du milieu de terrain doivent pouvoir obtenir des podiums et se battre pour des positions plus hautes sur la grille. Milieu de terrain veut dire milieu de grille, hein, bien sûr en canadien. Vous l'aurez bien sûr compris. 3 constats du coup suite à ces 2 déclarations et suite à tout ce qu'on vous a déjà dit depuis le début de cette émission concernant ce nouveau règlement. F1 simplifié, standardisé, moins de liberté dans le développement des nouveaux éléments, des pilotes
toujours pas écouté, comme l'a dit Lewis Hamilton, une réduction des coûts qui ne va pas assez loin, le plafond ne concerne d'ailleurs pas 2020, vous l'avez répété, l'esprit originel aussi également du plafond budgétaire n'a pas été respecté, et puis cette question, est-ce qu'on va vers la fin d'une F1 élitiste avec ce triumvirat Mercedes, Ferrari, Red Bull? Lésé pour l'interrogation, vous y avez déjà répondu tout à l'heure, mais quand j'entends les propos bien sûr de Lance Stroll tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une manière un peu factice de réduire ces écarts, en tout cas dans la volonté. Est-ce que l'esprit F1 va perdurer après 2021, les amis? Moi, je pense oui, dans le sens où le règlement a été fait, en tout cas le règlement technique a été fait de telle sorte que ça laisse une grande liberté, mais qui est beaucoup moins de flou et de vide réglementaire, comme ce qu'on avait aujourd'hui entre tous les appendices aéros, machin, etc. Donc quoi qu'il arrive, en fait, on aura toujours de l'innovation, et l'innovation sera récompensée pour ceux qui se creusent de manière plus intelligente la manière de bosser. Pas très Les français, méninges. Les méninges. Voilà, merci. Donc du coup, quoi qu'il arrive, en fait, on récompensera toujours le travail intelligent des ingénieurs qui vont trouver les petites choses qui vont faire que ça va être mieux pour leur voiture et que ça aura été mieux pensé. Ce qu'on reproche aujourd'hui en majorité à la Formule 1, c'est que on ne fait pas différemment pour gagner, mais on copie pour gagner. Et là, en fait, avec ce règlement-là, on revient à on va essayer de faire différemment pour essayer de gagner. Moi, je repense toujours à la McLaren de 2011 avec ses fameux sidepods très dessinés, on va dire. Bah, elle n'était pas mauvaise cette voiture et ils ont fait différemment. Ils ont quand même gagné. Button a été vice-champion du monde cette année-là. Bon, voilà. Moi, j'aimerais voir cette F1 là pour 2021. Mais on peut plus faire ça. C'est justement ça, c'est que la F1 est simplifiée, qu'on a des ailerons qui sont ultra simples et que ces appendices-là, aujourd'hui, ils vont plus exister. Non, parce que aujourd'hui, ils disent c'est combien? Je crois que c'est 3 flaps, non, 4 ou 5 flaps maximum, et on peut mettre 3 flaps minimum, et va y avoir des C'est techniques. 2 pour 2021, non? Non, c'est 3 ou 5 maximum. Voilà, tu as une échelle, ils ont laissé une vraie liberté de règlement technique, et je trouve ça vraiment cool. Maintenant, est-ce que, en fait, le règlement, on va se rendre compte que aérodynamiquement parlant, 5 flaps, par exemple, j'ai une bêtise, 5 flaps sur l'aileron avant, ça marche mieux que 3? Bah peut-être. Mais est-ce qu'à Monza, on va pas avoir des ailerons avec que 3 flaps? J'en sais rien. C'est un risque. Moi, je trouve ça bien qu'on limite tout ça et qu'on essaye de rendre plus pérenne en fait la F1, parce que l'ADN de la F1 déjà c'est de rester. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, si ça coûte 800 millions d'euros à toutes les écuries par an, le sport va disparaître. Donc quelque part, assurer la pérennité du sport, c'est la chose la plus importante. Maintenant, ce que j'aime moins, c'est cette standardisation des voitures. C'est-à-dire que je trouve, il y a une liberté de design, il y a une liberté d'amélioration, mais tu sens que les mecs sont libres mais menottés quand même. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses sur lesquelles ils n'ont pas le choix. Et de plus en plus, si on regarde l'évolution du règlement comme le veut la FIA, de 2021 à 2025, de plus en plus de pièces seront soit en open source, c'est-à-dire disponibles à Sur Internet. pour 9,90 sur Amazon, on est bon avant, c'est sympa. Soit en open source, donc visible pour tous et copiable en fait par tous. Soit elles seront standardisées, c'est-à-dire fournies par la FIA, ou alors décrites à la fabrication des écuries par la FIA. Ouais, mais alors justement, moi je trouve que ça c'est une bonne chose dans le sens où ce sont des pièces qui n'apportent pas une performance extrême. De plus en plus après. Hein. Non, volant, je suis désolé. le Regarde volant. sur les freins. Je suis désolé, sur les freins, c'est des pièces qui vont être standardisées. C'est une bonne chose dans le sens où aujourd'hui, on gagne plus des dixièmes et des dixièmes sur la composition des freins ou la manière de faire les freins. Donc, à quoi ça sert de mettre autant d'argent sur le développement de freins pour gagner quoi? Allez, 10 centièmes? Non, les gars, ça sert à rien. Autant standardiser ces pièces-là et laisser beaucoup plus de liberté sur l'aileron avant, la carrosserie et d'autres choses. En 2023, standardisé. Oui, bon, d'accord. On prend le règlement de 2021 qui s'étale jusqu'à 2025, monsieur. Oui. Est-ce que, non mais, par exemple, tout à l'heure, tu parlais des éléments qui n'allaient pas bouger pendant 5 ans. Tu as le design de la boîte de vitesse qui ne va pas bouger pendant 5 ans, par exemple. Tout le monde a presque la même boîte. Aujourd'hui, la boîte de vitesse, tout le monde a pratiquement la même chose, quoi. Non, mais ce que je veux dire, mais il a raison dans le côté. Oui, c'est. Enfin, standardiser, avoir toutes les écuries avec une voiture qui va se ressembler finalement sur certains points, moi je trouve ça problématique. Empêcher le développement de certaines voitures parce que tu as des budgets, je trouve ça problématique. Limiter le développement, donc les évolutions aéro, par saison, je trouve ça problématique. Et ça rejoint ce qu'il disait en début d'émission, c'est que c'est un nivellement vers le bas.
On a juste à voir les 2 réactions que tu nous as mis. Lewis Hamilton, pas content parce qu'il veut aller plus vite. Lance Stroll, lui, ce qu'il veut, c'est se rapprocher des top teams. Bah, il a Comment qu'à tu être fais meilleur, ça hein, Tu c'est limites tout. tu limites les mecs devant. Tu vois, Il a qu'à être meilleur, on Lance aura- Stroll, s'il a envie de se rapprocher des top teams. On est d'accord. Bon, on bah, n'aura plus ces évolutions. Bon, après, on en a de moins en moins quand même. Mais quand on avait dans les années 2000 où on avait des tentatives improbables d'ailerons qui étaient posés sur les endroits, mais tu disais même pas qu'on avait posé un aileron ici. Je me rappelle la Arrows à Monaco qui avait carrément mis une télé en aileron avant sur. Tyrrell aussi qui a mis des ailes. Ouais, 97. puis même les ailettes de la McLaren en 2007 ou non 2006, je crois, qui étaient magnifiques. La création du T-Wing qui était arrivé, enfin le F-Duct, il y avait plein de choses. Là, j'ai l'impression que plus ça va aller en fait, et plus ça sera juste une livrée de couleurs. Même s'ils ont de la liberté sur le design, le talent d'une écurie, c'est de créer une voiture. Si la voiture est déjà créée et que derrière ensuite on essaie juste de l'améliorer. J'ai peur qu'on aille trop vers ça en fait. En fait, il y a quelque chose, c'est soit en fait on standardise la voiture parce que pour des raisons plus budgétaires qu'autre chose, soit on met un vrai budget capé à 50 millions d'euros par exemple, et à ce moment-là on leur laisse une liberté totale. Parce qu'avec 50 millions d'euros, va falloir faire des choix. À 175 millions d'euros, tu peux pas vraiment faire de choix parce que tout le monde, Renault n'a pas ce budget-là pour sa voiture. C'est vraiment pour limiter les trois premiers top teams. Donc, je trouve que pour l'instant, c'est un bon compromis pour le moment. Est-ce que à partir de 2025 et après, pour continuer dans cette philosophie de règlement, est-ce que soit on va faire en sorte que le budget soit plus réduit et qu'on laisse une liberté plus grande. Mais derrière, il y a aussi un autre truc qu'il faut penser, c'est qu'aujourd'hui, on a pour l'instant 20 voitures sur la grille de départ. As, financièrement, bon, heureusement qu'il y a Gene Haas, parce que, voilà. Mais les petites écuries, Williams, etc. Alors Williams, bon, ils ont d'autres entreprises derrière qui leur permettent de gagner de l'argent et qui permettent aussi de financer une partie de leur écurie. Mais en fait, concrètement, les écuries, elles ne gagnent pas vraiment d'argent et il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller en Formule 1. Maintenant, aussi d'un point de vue marketing, il y a aussi tout ça à prendre en compte. Est-ce que la F1 Mercedes, ne penche pas sur juste pour finir, Mercedes, Ça. en 2025, Simplement. la moitié de leur voiture, c'est électrique. Donc pour eux, la F1, en vrai, le moteur hybride, le moteur le plus efficient de la planète, mais en fait, ils en ont rien à faire. Mais pourquoi la F1 ne se penche pas sur les redistributions, par exemple? Pourquoi ne pas donner plus d'argent? Enfin, essayer de trouver un nouveau système Mais c'est ça qui a Pour- posé pour, problème pour les Concorde. pour avoir, C'est ça, pour donner plus d'argent et pour que les équipes avec un budget extrêmement limité puissent, elles, se développer, plutôt que de limiter le développement des meilleures équipes. Parce que tout à l'heure, on parlait sur l'ADN de la F1. Est-ce que l'ADN de la F1, c'est d'avoir les F1 qui vont les plus vite possible? Moi, je te rejoins. Je suis pas Parce forcément que d'accord. quand tu t'appelles Mercedes, que tu dépenses 500 millions d'euros par an et que on te dit, en fait, vous allez gagner, mais on va vous donner la même chose que Williams qui dépense 5 fois moins, grosso modo, j'en sais rien, mais 5 fois moins, je suis désolé, moi je m'appelle Toto Wolff, je fais non, on va aller en Formule 1, salut. Non, mais toi, il y a 5 minutes, pareil. Il n'y a rien de. Incroyable. Bernie Ecclestone disait que là, c'est pareil. Non, mais Personne n'empêche Mercedes de dépenser son argent. Oui, bien Pour sûr. contredire un peu ce que tu dis Mercedes aussi. ne veut plus. Ils n'ont pas de rentabilité, c'est une entreprise. Mercedes ne veut Attention. plus. Pour contredire ce que tu dis aussi, Pierrot, il n'y a rien de plus puissant que la Formule 1. Dans le terme communication, marketing, merchandising. Aujourd'hui, en tout cas. On en reparle dans 4-5 ans. Ouais, c'est pas faux. On en reparle dans 4-5 ans parce que c'est pas pour rien que tous les constructeurs sont en Formule 1. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a Ça plus de coûte cher voitures, aussi. il y a plus de constructeurs, plus de voitures en Formule 1 qu'en Formule 1. Un petit mot quand même pour La quantité rejoindre. plutôt que la qualité. Moi, je sais pas, les constructeurs veulent aller vers l'électrique. Tout le monde veut aller vers l'électrique, tous les constructeurs vont en Formule Mais 1. pourquoi est-ce que la F1 ne se penche pas sur ce problème? C'est à la F1 de trouver une Je solution suis pas la pour Formule l'avenir. 1 Management. Mais c'est ça, t'es en train de les défendre. Donc moi, je te oui, réponds, bien sûr, pourquoi je suis est-ce en que train de la les F1 défendre. ne se penche pas sur ce problème-là? Ça, c'est un vrai problème. Mais Oui. plutôt que de remplir la grille en voulant donner les meilleurs avantages aux petites équipes, entre guillemets, pourquoi est-ce que la F1 ne se penche pas sur le problème? On va essayer de ramener un maximum de constructeurs tout en gardant l'esprit élitiste qui est ce sport qui est la Formule 1. Parce que les Qui est le constructeurs sport ne sont numéro plus 1 en sport intéressés auto. par une Formule 1 qui est élitiste. C'est à la F1 de faire en sorte. Alors ils vont devenir quoi? Formule 1? C'est peuvent pas exactement ce qu'ils ont fait avec le règlement à 175 millions. C'est Bah oui. pouvoir rendre ça attractif. Oui, Après, attractif, après, mais on en- verra. Sortons du prisme un peu des voitures et. de la castagne. Non, sortons du prisme des écuries simples et des voitures. Moi, je voulais parler des pilotes avec cette standardisation justement des monoplaces qui seront livrées à partir de 2021. Est-ce que on va pas remettre le pilote sur le devant de la scène si les écarts sont réduits notamment? C'est Ils le seront but. pas réduits, de toute façon, les écarts. Tu auras les meilleures équipes devant, les équipes Moi, les je suis un plus peu riches. naïf, t'es dans la vie. Les équipes les plus riches devant et les pilotes qui seront au sein de ces écuries feront toujours top 5, top 6. Mais dans l'idée, c'est le but, ouais. C'est le but. Personne n'est plus heureux que quand il y a une séance d'essai libre sous la flotte et qu'on voit
des mecs qui sont sur Toro Rosso, Qui ont sur, des coronets. sur Racing Point, qui sont premiers parce qu'on se dit ah putain là en fait on voit réellement la vraie valeur du pilote. Ouais, franchement ça me ferait marrer d'avoir une course avec 20 voitures standardisées, mais après encore une fois c'est pas la F1. C'est de l'IndyCar, ça. Si vous Voilà, voulez de la exactement. F1, si vous voulez de la monoplace standardisée, soit vous faites F2, F3 et on a quand même du spectacle, soit vous faites de l'IndyCar. Il y a aussi du spectacle, mais je trouve qu'on n'est pas au point de trop standardiser la F1 pour le moment. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire dans Ça l'avenir, vient quand même. Hein. mais là ils ont quand même beaucoup standardisé les bonnes choses de mon point de vue pour faire en Oui. sorte qu'il y ait des écarts qui essaient de se resserrer. Maintenant, est-ce que ça va vraiment se faire comme ça? Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'on va voir vraiment le talent des pilotes beaucoup plus ressortir que ce que c'est à l'heure actuelle. On a ouvert une boîte de Pandore pour toi, Hamza, avec cette standardisation crescendo, grimpante, galopante. On va aller mettre ses médocs. Ouais, non, mais Xanax. moi, je suis vraiment pas convaincu par cette philosophie-là. Après, on verra si l'avenir leur donne raison. Je l'espère, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Mais moi, je reste pas convaincu. Enfin, Encore une fois, moi je veux bien qu'on aille sur quelque chose de super élitiste, qu'on dépense des millions et des millions et des millions pour avoir C'est l'ADN de la F1 à la base. Hein. Oui, non, mais pour avoir les équipes, etc., les voitures les plus extrêmes et tout, ouais, pas de souci. Mais allez à Pikes Peak alors à ce moment-là, parce que là-bas, vous n'avez pas de limite de budget. Vous pouvez aller aux 24 heures Pas de du limite Mans. de piste non Enfin, plus. Avec Pikes Peak. Non, aussi, oui. De risque. Il n'y en a pas 15. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux bien qu'on aille sur le côté élitiste. Malheureusement, aujourd'hui, dépenser autant d'argent, c'est plus viable. C'est plus raccord avec l'époque, c'est ça que tu voulais. Il y a de ça. Il y a de Oui, ça. c'est vrai. Une note à ces accords Concorde 2021, cette Formule 1 du futur, très rapidement, tour de table, une note sur 20. 15. 15 pour Brice. Moi, je suis 15 aussi. 15. Ouais. Hamza, c'est un peu en dessous. ouais, 12. Merci en tout cas les amis. Merci les amis en tout cas d'avoir réagi sur ce sujet. Ça faisait des mois et des mois qu'on essayait de vous proposer ce grand débat et ce grand sujet. On s'est dit que ça méritait une émission spéciale pendant les vacances. On est au mois de janvier, on revient au mois de février, c'est promis, avec plein de surprises. Je peux pas trop vous en dire, mais pendant l'intersaison, les pistonnés seront là tous les mois, ce qui me semble être une très très bonne nouvelle. En attendant bien sûr le retour de la F1 à la télé pour certains, sur les circuits on l'espère pour les pistonnés. Ça sera bien sûr à partir du 17 mars prochain du côté de l'Australie. Prenez soin de vous, restez connectés aux réseaux sociaux, abonnez-vous à la First Team Sport, la meilleure des chaînes bien évidemment. Salut à tous. Bonne année.